Les sciences économiques et sociales sont des disciplines nouvelles pour des élèves arrivant au lycée en classe de seconde. Toutefois, ces disciplines vont mobiliser vos connaissances dans de nombreux domaines. Histoire, géographie, mathématiques, biologie, lettres modernes et classiques. Elles ne vous sont donc pas vraiment étrangères. D'autant moins qu'elles alimentent l'essentiel des chroniques médiatiques sous toutes leurs formes diverses et variées, livres, revues, presse écrite quotidienne, radio, télévision, et bien sûr tous les médias numériques. Bref, comme le monsieur Jourdain du bourgeois gentilhomme, qui faisait de la prose sans le savoir, vous faites, vous aussi, des SES sans le savoir. Reste à préciser les contours des champs disciplinaires spécifiques aux sciences économiques et sociales. Les sciences économiques tout d'abord. En tant que sciences, elles se doivent de dégager les lois de fonctionnement dans leur domaine d'étude. Mais en tant que sciences humaines, ces lois ne peuvent être universelles, ce qui fait une grande différence avec les sciences exactes comme les mathématiques ou la physique. Ces lois sont spécifiques à une société donnée, à un moment donné de son histoire. Pire même, des courants de pensée très différents analysent les mêmes phénomènes et les expliquent de façon radicalement différente. Voilà qui complique la tâche. Il vous faudra donc composer avec cette diversité d'approches, la vérité des uns n'étant pas la vérité des autres. Vous noterez également le pluriel de l'expression science économique, qui suggère une certaine diversité. Cette diversité peut être illustrée par les grands domaines d'étude des sciences économiques. La production des richesses, la répartition de ces richesses, les échanges de ces richesses. À chacun de ces grands domaines, on pourra associer des questions du type quoi, qui, quand, comment, combien, où, pourquoi. Les sciences sociales. Tout autant humaines que les sciences économiques, elles sont également diverses. On pourra distinguer la sociologie, étude des phénomènes sociaux dans les sociétés des pays industrialisés. Les sciences politiques, étude du pouvoir politique. La démographie, étude quantitative des populations. L'ethnologie, étude des phénomènes sociaux dans les sociétés dites primitives, c'est-à-dire non industrialisées, et, plus récemment, des phénomènes sociaux du type de ceux que l'on rencontre dans les sociétés dites primitives, mais cette fois-ci dans les sociétés industrialisées. Ici encore, des courants de pensée différents, des auteurs, ont des approches très variées de chacune de ces disciplines. Il faudra, là encore, composer avec cette diversité. Les SES vont permettre d'étudier de nombreux phénomènes en mobilisant toutes ces disciplines. Par exemple, le sport peut être l'objet de ces regards multiples, voire croisés. On se penchera ainsi sur l'histoire du sport, ou du sport moderne, le sport comme phénomène économique, le sport comme phénomène social, le sport comme phénomène politique. L'origine du sport moderne trouve ses racines en Angleterre dans les années 1870. L'Angleterre est alors la puissance dominante dans le monde. Elle est la première à avoir effectué sa révolution industrielle vers la fin du XVIIIe siècle, et son industrie, sa monnaie, sa flotte commerciale et militaire, son empire lui ont permis de diffuser sa culture sur l'ensemble de la planète. Ainsi, ce pays va codifier et exporter de nombreux jeux anciens en les adaptant aux nouvelles valeurs du capitalisme, la compétition et la concurrence. Par exemple, le football moderne va se diffuser depuis l'Angleterre vers les villes portuaires et les capitales d'Europe continentale, puis vers les autres continents et les centres de province. Il atteint ainsi Le Havre en 1872, Copenhague en 1878, Hambourg en 1887
Gênes en 1893, Marseille en 1901, mais aussi les grandes villes de Suisse en 1869, Hanovre en 1878, Vienne en 1885, Budapest en 1886, Paris en 1888, etc., etc. Pour illustrer la dimension économique du sport, on peut se pencher sur les dépenses sportives en France. Ce tableau exprime celle-ci en milliards d'euros et détaille les grandes unités étant à l'origine de ces dépenses. On peut voir sur la dernière ligne la dépense sportive totale. En 2007, elle s'établissait à 34 milliards d'euros. On voit que ces sommes progressent au fil du temps pour atteindre 37,1 milliards d'euros en 2011. Donc si la crise de 2009 a marqué un léger arrêt dans l'augmentation de la dépense sportive, on voit que dès 2010, celle-ci repart à la hausse. Intéressons-nous maintenant aux détails proposés par le tableau. Il apparaît que ce sont les ménages qui sont à l'origine des principales dépenses en matière de sport, pour plus de 16 milliards en 2007 et plus de 17 milliards en 2011. Viennent en second lieu les collectivités territoriales, qui pour plus de 10 ou 11 milliards sont à l'origine de ces dépenses sportives. Alors parmi ces collectivités territoriales, on voit que ce sont les communes qui, loin devant les départements et les régions, sont à l'origine des principales dépenses sportives. L'État également participe à ces dépenses sportives entre 4 et 5 milliards d'euros par an. Enfin, les entreprises sont dans une moindre mesure un agent participant à ces dépenses sportives, tout d'abord au titre du parrainage, on parle de sponsoring bien souvent en anglais, mais aussi pour acheter des droits de retransmission des spectacles sportifs pour des sommes qui aujourd'hui sont d'environ 1,2 milliard d'euros. Pour illustrer l'approche sociologique du sport ou de la pratique sportive, on pourra utiliser ce type de document qui permet de dresser en quelque sorte le profil type du sportif au regard d'un certain nombre de critères. Ici, le sexe, l'âge, le diplôme, le revenu, la catégorie socio-professionnelle ou la taille de la ville dans laquelle le sportif habite. Alors, si l'on se concentre sur la première colonne, les gens qui déclarent avoir une pratique sportive, puis la dernière colonne, ceux qui déclarent participer à des compétitions ou à des manifestations sportives, on laissera donc de côté les trois autres colonnes momentanément. On peut ainsi rapidement s'apercevoir que la pratique du sport euh, est assez équilibrée en termes de sexe. Les hommes et les femmes pratiquent à peu près dans les mêmes proportions, 87 et 91%, une activité sportive. Par contre, on se rend compte qu'en termes de compétition ou de manifestation sportive, là les hommes sont nettement plus souvent en situation de pratiquer ces compétitions ou ces manifestations que les femmes. 10% pour les femmes, 26% pour les hommes. En termes d'âge, la pratique sportive est plutôt une pratique jeune, 15 à 19 ans, et au fur et à mesure que l'on vieillit, évidemment, la pratique a tendance à se réduire quelque peu, mais on voit qu'elle reste encore élevée chez les 50 ans et plus, 84% d'entre eux déclarent avoir une activité sportive. Par contre, au niveau de la compétition, là, les différences sont très importantes. Ce sont surtout les jeunes de 15 à 29 ans qui pratiquent la compétition ou participent à des manifestations sportives. En termes de diplôme, maintenant, la pratique du sport s'accroît avec le niveau de diplôme. C'est également vrai, et plus vrai encore, pour les compétitions ou les manifestations sportives. De même, le revenu semble un élément discriminant en matière de pratique sportive. Plus le revenu est élevé, plus la pratique est forte. C'est vrai aussi
au niveau des compétitions et manifestations sportives. En termes de catégorie sociale, les individus qui pratiquent le plus sont des cadres et professions intellectuelles supérieures. Ce sont aussi eux qui participent plus souvent à des compétitions ou des manifestations sportives. Enfin, en termes de lieux d'habitation, on voit que les pratiques sportives sont plus fréquentes dans les communes de plus de 100 000 habitants, mais les écarts sont très faibles avec les autres types de communes, qu'elles soient rurales ou petites. Il y a également assez peu de différences dans la pratique des compétitions ou des manifestations sportives. On peut donc tenter de résumer tout cela en dressant le profil type du sportif. C'est surtout un homme, jeune, diplômé, ayant des revenus élevés, cadre et profession intellectuelle supérieure et habitant une commune de 2000 à 100 000 habitants principalement. Le sport a toujours entretenu des liens étroits avec la politique. Ainsi, les Jeux olympiques antiques étaient l'occasion, périodiquement, d'instaurer une période de paix entre les cités. Les Jeux olympiques modernes, lancés par Pierre de Coubertin en 1896, sont également considérés comme un instrument de paix entre les nations. Ils seront toutefois parfois instrumentalisés par les nations pour faire valoir la prééminence de leurs idéaux, Allemagne nazie, URSS par exemple, ou certaines causes politiques. À Mexico, en 1968, des athlètes noirs américains proches des Black Panthers lèvent leurs poings gantés de noir sur le podium, protestant ainsi contre la discrimination raciale aux États-Unis. À Munich en 1972, un commando palestinien prend en otage des athlètes israéliens, dont 17 furent tués. L'Afrique du Sud fut expulsée des Jeux olympiques dans les années 70 en raison de son régime politique d'apartheid, séparation des Noirs et des Blancs dans tous les domaines. On pourra également évoquer pour l'Afrique du Sud l'organisation de la Coupe du monde de rugby en 1995, ce sport ayant longtemps symbolisé le régime de l'apartheid, les rugbymen de l'équipe nationale étaient blancs. Soutenue par le nouveau président noir du pays, Nelson Mandela, elle fut le symbole de la réconciliation et de la naissance de la nation arc-en-ciel.